bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que c'est un rendez-vous annuel qui est intéressant, on se retrouve et je trouve que le partenariat avec Citoyen Justice est tout à fait primordial pour le CNLAPS. Alors on dit CNLAPS parce que après oui, c'est compliqué. En fait, non, je vais vous présenter, je trouve que vous avez très bien présenté la journée et le déroulé. Moi, ce que je voulais vous dire un petit peu, c'est un peu l'histoire qui fait que comment on en arrive là aujourd'hui. Je regardais le titre pour préparer cette journée, pour préparer un petit peu cette introduction, et je me disais, la lutte contre la radicalisation, c'est quand même, c'est pas banal, la lutte contre la radicalisation. Et je me disais, mais comment en sommes-nous arrivés là, quand même? Parce que parfois, il faut prendre un petit peu de recul. Alors, vous dire que quand on a commencé à se poser ces questions au niveau du CNL, c'était quand même bien avant les attentats. J'en avais parlé avec un collègue. Alors, vous savez, en prévention spécialisée, on a ceux qui ont lancé la prévention spécialisée dans les régions. Et alors, moi, je suis de Saint-Étienne et en Rhône-Alpes, celui qui a été un peu la figure forte de la PREV, c'est Jean Royer. Alors, qui aujourd'hui, qui est d'un certain âge. Et Jean Royer me disait, oh, mais tu sais, moi-même, quand j'étais jeune, plus jeune en tous les cas, j'ai suivi une jeune fille qui était d'Action Directe et qui l'avait suivie en prison, etc. Alors tu sais, la radicalisation, la PREV, c'est pas d'aujourd'hui. On a toujours été un petit peu associés là-dedans. Je redirais aussi, parce que je pense que ça a son importance, quand on en parle les uns avec les autres, dans les rapports d'activité, dès les années 90-95, 1900, on avait déjà noté la progression sur les quartiers sur lesquels on intervenait, la progression du fait religieux. 2005-2006, on notait aussi la progression du salafisme. Alors, je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous la faire comme ça, c'est pas dire que la prévention spécialisée l'a vu avant tout le monde, c'est pas du tout ça mon propos, mais c'est de vous dire en creux quand même l'importance qu'on a à être présent sur les territoires. Après, on l'a vu, il y a des équipes qui ont fait des choses, parfois on a fait des erreurs, on s'y est aussi habitué, on n'a pas toujours vu que derrière le fait religieux, il y avait une pensée politique, mais en tous les cas, je crois que par rapport à la prévention spécialisée, c'est une autre façon de présenter la PREV, c'est l'importance d'être présent sur les territoires. Sur la question des jeunes, nous, on se dit toujours qu'un jeune n'est jamais ce que les adultes en font. Et que du coup, la radicalisation, c'est surtout un symptôme de la société dans laquelle on est. Je pense que là-dessus, on est un petit peu, je pense qu'on est tous d'accord. Alors, évidemment, c'est très complexe. Moi, je ne vais pas vous faire, dans ce propos introductif, l'évolution de la société, la sociologie, le niveau international. Madame Doménac, alors c'est dommage qu'elle ne soit pas là parce qu'elle fait ça magnifiquement. Moi, j'en ai pas la compétence et puis en plus de ça, j'en ai pas la légitimité. Au niveau du CNL, nous, là où on peut un peu dire quelque chose, c'est comment ça a évolué un peu nos pratiques dans le travail social. Un peu pour avoir du recul sur cette question, mais comment avons-nous pu en arriver là? Moi, j'aimerais simplement dire quelques petits éléments qu'on se dit tous les uns les autres, mais qui sont quand même révélateurs. On a vu quand même apparaître fortement dans le travail social, dans les années 80, cette logique de dispositif qui est venue contre la logique de mission. On est arrivé, alors j'ai noté quelques petites choses. Une logique de compétence qui s'est inscrite complètement contre la logique de métier. On a vu arriver massivement la technocratie. Alors ça, c'est mon petit truc que je redis sans cesse, notamment du côté des politiques de la ville, où on a pris beaucoup de temps à faire des réunions pour articuler tout ça et avec forcément moins de présence sur le territoire. On a vu aussi arriver une espèce de logique de la prise de risque à zéro, alors que quand on fait de l'éducatif, c'est quand même extrêmement compliqué de ne pas prendre les risques. On a été complètement pris dans des logiques de projet. On a vu de plus en plus les travailleurs sociaux qui étaient très présents avec nous sur les territoires repartir dans les bureaux, être enfermés dans les bureaux. Je force un peu le trait, mais c'est quand même pour dire un peu les mouvements. On a vu aussi beaucoup de professionnels qui arrivaient. Alors ça s'est beaucoup joué au niveau des directeurs avec des gens qui passaient sur les postes, qui restaient 3 ans, parce que c'était la grande mode, vous savez, ça l'est encore d'ailleurs, de rester très, très peu de temps sur les postes parce qu'il fallait être dynamique.
Et du coup, on avait des gens qui arrivaient, qui restaient 3 ans, qui faisaient fi de l'histoire, on n'avait pas toujours le sens, qui refaisaient les organigrammes, et au bout du compte, on ne savait plus bien où on en était. Et je me dis quand même, c'est quelques exemples hein, comme ça, mais je me dis, mais quelle agitation quand même. Et je pense que sur cette question de radicalisation, c'est aussi révélateur de comment nous, les adultes, on a évolué. Et dans la question de ce que je vous dis là sur l'évolution du travail social, c'est ce qu'on appelle, alors un peu de façon techno, la segmentarisation du travail social. Mais au fond, derrière la segmentarisation, c'est bien cette absence de lien. Et c'est bien cette problématique qu'on retrouve en fond derrière la radicalisation. Alors après, on a marqué en titre la lutte contre la radicalisation. Alors lutte, c'est un mot fort. Pour moi, la lutte, c'est surtout, ça nous ramène à quel acte on pose. L'acte dont on est éminemment responsable et qui va faire avancer le schmilblick. Parce que vous savez, c'est un sujet, la radicalisation, où on en parle beaucoup. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait, en fait, concrètement. Et quelle est notre responsabilité par rapport à ce qu'on fait. Et du coup... si ça nous a amené quelque chose, cette lutte contre la radicalisation, c'est vraiment, ça nous a permis de nous réunir les uns les autres. Et je trouve que c'est extrêmement important. Ça nous a amené à nous réunir avec les pouvoirs publics. Moi, je me rappelle quand, au niveau du CNL, alors les premières équipes ont commencé, et j'étais avec Michel Scotto qui est là aujourd'hui. On est allé voir le CIPDR, je pense que tu t'en rappelles, Michel, c'était M. Lafitte et M. Colombier. Et du coup, donc, ils nous ont auditionnés. Alors nous, on ne savait pas trop. Hein, on arrivait avec ce qu'on faisait un petit peu dans le cadre des interventions avec les préfectures. Puis alors, on est resté longtemps. Alors Michel, il est marseillais, il parlait. Et puis, on ne savait pas trop quelle allait être la réaction des gens du CIPDR. Bon, et puis tout d'un coup, donc, on s'est comme arrêté. On était un petit peu dans l'expectative. Et puis, c'est M. Lafitte qui nous dit « Ah, bah alors, je suis vraiment très content que vous soyez venu me voir, parce qu'alors, on a beaucoup de gens qui en parlent, qui sont prêts à faire des formations, mais vous êtes quand même les premiers, ou les rares, en tous les cas, à avoir travaillé auprès des jeunes qui étaient pris dans des processus d'embrigadement. » Voilà. Et ça a commencé un petit peu comme ça. La prévention spécialisée est rentrée là-dedans, c'est ce que disait Marielle, c'est-à-dire qu'en fait, on ne s'est pas posé la question de savoir si on allait être dans la radicalisation ou pas. On voyait des jeunes, nous, sur le terrain, qui partaient dans des trucs complètement fous. Et que du coup, pour nous, effectivement, ces jeunes-là, c'était avant tout des jeunes en danger, évidemment. Et qu'on ne pouvait pas laisser des gamins partir dans des trucs qui les amenaient à la mort. Enfin, il faut quand même... Et c'était extrêmement important. La question ne s'est pas posée de façon métaphysique, mais c'était important. Alors, bien évidemment, je le redis toujours, la prévention spécialisée s'est engagée à 2 niveaux sur ces questions d'embrigadement. Nous, on parle plus d'embrigadement. Elle s'est engagée donc, sur un niveau de prévention secondaire, mais ça, c'était notre travail, avec tout ce travail éducatif sur comment on ouvre les esprits, voilà, sur le libre arbitre, sur la pensée. Et puis un travail un peu plus avant auprès des cellules préfectorales qui ont été mises en place. Et donc on a mis en place ce que nous on appelle les cellules d'écoute et d'accompagnement des familles. Alors on l'a fait comme on fait toujours en prévention spécialisée, c'est-à-dire que dans un premier temps on regarde si sur le territoire on a des partenaires qui ont la compétence. Et bien évidemment s'ils ont la compétence, on oriente les jeunes. Et puis s'il n'y a pas de partenaire, on fait quelque chose, comme préalablement nous avions mis en place les entreprises d'insertion, etc. Mais évidemment, pour les équipes qui sont parties dans les cellules d'écoute et d'accompagnement des familles, on n'est plus évidemment dans une mission de prévention spécialisée. On est dans autre chose, mais pour faire ce travail-là, bien sûr, on s'appuie sur les savoir-faire qu'on a en prévention spécialisée. Donc voilà, en 2015, ça a été cette rencontre avec le CIPDR.
Et vraiment, on a été en lien, c'était pas d'un côté les pouvoirs publics et de l'autre côté les services de presse ou le monde associatif. C'était vraiment, on a quelque chose de grave qui est en train de se produire, qui embarque des gamins dans des trucs terribles. Il faut absolument qu'on soit ensemble pour faire quelque chose et avoir une réponse commune. Et puis avec Citoyens et Justice, alors on ne se connaît pas depuis 2015, on se connaît depuis bien avant, mais ça a été aussi de se dire, on est sur des domaines d'intervention proches et il faut aller plus avant dans notre coopération. Et donc on a signé cette convention qui a porté ses fruits depuis, autant sur ces colloques que sur des recherches. Je crois qu'on l'a de mémoire, mais je ne suis pas très fortiche sur les dates, mais je crois que c'est en 2017 qu'on a signé cette formation. Et voyez, ensuite, cette convention plutôt, et ensuite, après, c'est vous qui nous avez fait rencontrer ARCA. Et puis d'ARCA, on a fait une recherche-action. Vous voyez, c'est tous ces liens qui sont extrêmement importants et qui me fait dire qu'en fait, sur cette histoire, peut-être que je le dis mal, sur la prévention de l'embrigadement ou de la radicalisation, qu'est-ce qu'il faut pour travailler et pour continuer, comme vous dites, la lutte? Moi, je pense qu'il faut être un petit peu pontonnier, vous savez, c'est ceux qui font les ponts, et puis il faut être gardien de phare. Alors faire des ponts, parce qu'on voit bien que c'est extrêmement important la question des liens, et c'est pour ça que je mettais en parallèle tout à l'heure l'évolution du travail social, comment dans cette évolution on a coupé les liens et comment aujourd'hui on est amené à en recréer très, très fortement. Dans cette problématique de l'embrigadement, il a fallu, auprès des familles, et on appelle ça aujourd'hui le filet social, mais comment il a fallu recréer les liens entre le jeune ou la personne qui était prise là-dedans et puis son environnement. Vous voyez, il faut créer des petits ponts, c'est comme à Venise, il faut faire plein de petits ponts. Ça a été aussi tous les liens avec les cellules préfectorales, alors avec la préfecture, avec des services, on va dire, avec lesquels on était moins habitué à travailler. Et du coup, moi je trouve que par exemple ce qu'on fait au niveau des CEPRAF, donc les commissions qui siègent au sein des préfectures, on voit bien l'importance que ça a entre intervenants d'être bien en lien justement sur ces jeunes qui sont dans ces problématiques. Et puis des liens avec la société civile. Je crois qu'on est de plus en plus nombreux à travailler notamment avec des associations du côté des associations musulmanes qui, elles aussi, luttent contre cet embrigadement en disant on peut tout à fait être musulman en étant dans la République et en respectant la laïcité. Et ça, il faut le redire. Et je pense que c'est très important. C'est vraiment très, très important, cette dimension. Il faut vraiment être un bon pontonnier. Et puis la deuxième dimension, c'est être un peu gardien de phare. C'est-à-dire, moi je le dis dans le sens où d'abord, il faut être présent. C'est important d'être présent sur les territoires. Et puis, il faut y être. Il faut y être, alors il faut y être pas comme on peut être là ou ailleurs, il faut y être avec la vraie envie d'y être, l'envie pour que les jeunes aussi qui sont avec nous, ils aient aussi l'envie de venir nous voir. Voilà. Donc on ramène ces questions, on a beaucoup travaillé l'année dernière avec d'autres partenaires. Alors je ne crois pas qu'il y avait Citoyens et Justice, mais il y avait d'autres partenaires sur les questions du désir et comment on ressuscite du désir. Parce que sur ces problématiques d'embrigadement, on voit bien à quel point c'est mortifère. Et du coup, ça ramène aussi les travailleurs sociaux sur notre cœur de métier qui est vraiment la dimension relationnelle et qui est essentielle. Alors c'est pas toujours très lisible. Ça ne se réduit pas en stats, mais n'empêche que c'est quand même ça notre cœur de métier. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des stats, mais il ne faut pas oublier ce qui est notre cœur de métier. Et je trouve que cette problématique d'embrigadement nous ramène vraiment à ce qui est notre cœur de métier. Alors voilà, j'aimerais aimer vous faire finir avec quelque chose d'optimiste. Alors on en discutait avec un collègue hier, on reste quand même très très inquiet sur l'évolution des choses. En tous les cas, ce travail nous a fait avancer, nous a donné sans doute des savoir-faire spécifiques que malheureusement, probablement, c'était un petit peu ce que je voulais dire aux représentants du CIPDR. C'est vrai qu'on fixe beaucoup sur la question de l'embrigadement du côté de l'islam. C'est vrai. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des musulmans qui luttent contre ça.
Mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, je crois qu'on commence à le voir, il y a d'autres types d'embrigadement. Et que peut-être il faut qu'on commence aussi à s'y intéresser. Et il me semble que aussi bien du côté de Citoyen Justice que du côté du CNL, on a acquis des savoir-faire, alors qu'ils sont ce qu'ils sont, bien sûr, qu'on a encore la route est encore longue, mais en tous les cas, je pense qu'il faut peut-être aller voir et voir comment on peut poursuivre ce travail. Et bien évidemment, le regard de nos collègues en Europe va nous intéresser beaucoup pour savoir comment on peut s'améliorer, puisqu'en fait, c'est toujours pareil. J'espère qu'après cette journée, on aura encore amené des petites choses dans notre escarcelle et ça n'en finit jamais. Voilà, donc je nous souhaite une bonne réunion de réflexion. Et puis, par la suite, eh bien, on va continuer à travailler ensemble. Parce que sur des choses aussi compliquées, je pense que personne ne peut y arriver seul. Et c'est vraiment comment on va pouvoir avancer ensemble. Voilà, je vous remercie.